Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la théorie de la décidabilité et de la complexité. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci? Eh bien, je vais vous expliquer, après une petite introduction pour expliquer comment on mesure la complexité, et l'exemple de la multiplication, la définition formelle du nombre d'opérations, voilà ce qu'on appelle la complexité, du nombre d'opérations effectuées par une machine de Turing pour décider d'un problème. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les machines de Turing, là, voilà, il faut aller la voir tout de suite, parce que si vous savez déjà ce que c'est qu'une machine de Turing, à la rigueur, vous pouvez regarder celle-ci, mais ça se suit quand même les vidéos, donc voilà. Donc après, on va définir ce que c'est qu'un algorithme efficace, on va définir les classes de complexité qu'on appelle P et XPtime, ou XPtime, et on va parler du théorème de hiérarchie et de son application. Allez, je spoil un peu, c'est que P et XPtime, c'est pas pareil. Bon, ça serait douté, mais vous allez voir qu'en classe de complexité, montrer que deux choses sont différentes, c'est très très difficile parfois, mais ça, ce sera pour la vidéo suivante. Allez, commençons tout de suite. Donc, on a vu si un problème était décidable, c'est dans la vidéo précédente, c'est qu'il existait une machine de Turing qui permettait de le résoudre. D'accord? Donc on pouvait, avec un algorithme, permettre de savoir si la réponse était oui ou non en un temps fini. Mais la question, c'est qu'en pratique, est-ce que ce temps est raisonnable ou pas? Est-ce qu'on peut programmer sur une machine cette méthode pour avoir une réponse qu'on puisse utiliser, quoi. Okay, donc par exemple, si notre calcul il nécessite 10 puissance 80 bits de mémoire, vu que c'est supérieur au nombre d'atomes de l'univers, on ne risque pas de réussir à fabriquer 10 puissance 80 bits de mémoire. Sans compter que tous les atomes de l'univers ne sont pas du silicium, donc vous voyez, c'est problématique. Donc déjà, par exemple, si vous pouvez montrer que pour résoudre ce problème ou pour déchiffrer ce message, il faut 10 puissance 80 bits de mémoire, voilà, c'est une façon de prouver que ce n'est pas possible de le faire en pratique, même si en théorie c'était possible, vous voyez. Donc voilà. La complexité en mémoire, donc c'est la mémoire dont on a besoin, elle est toujours plus petite, inférieure à la complexité en temps. Pourquoi? Parce qu'accéder à une case de mémoire, ça prend au moins une unité de temps, vous voyez. Donc sur mon cycle d'horloge de mon processeur, etc., si je vais compter le nombre de calculs qu'il a effectué, ça va prendre un peu de temps. Donc on va juste regarder la complexité en temps, parce qu'elle est de toute façon toujours supérieure à la complexité en espace, d'accord? Donc déjà, on va juste regarder ça, ce que font la plupart des bouquins. Même si à la fin, j'en parlerai après. N'allons pas trop vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mesurer la complexité? Ça veut dire compter en fait le nombre d'opérations que va effectuer un ordinateur pour réussir plus ou moins un calcul. Et donc, un calcul, c'est dit complexe si le nombre d'opérations effectuées est de plus en plus grand. Ok? Alors, le truc, c'est qu'il faut essayer de définir de façon intrinsèque la complexité d'un problème. C'est ça qu'on veut essayer de définir. Or, je n'ai pas un algorithme, je vais essayer de définir, voilà, indépendamment de plein de paramètres, je vais essayer de définir la complexité de cet algorithme-là. Or, le temps d'exécution qu'il va mettre, le nombre d'opérations qu'il va faire, si je chronomètre avec clic-clic le temps qu'il met, ça dépend de la machine que j'utilise, par exemple. Vous voyez, si je suis sur mon petit ordinateur de bureau ou si je suis sur un super méga serveur d'IBM, le temps d'exécution ne va pas être le même, vous voyez. Donc, il faut que je trouve une façon de compter le temps que ça met qui soit indépendante du logiciel utilisé, d'une part, enfin, du hardware utilisé. Et puis évidemment, le temps d'exécution, il dépend aussi de données initiales, parce que je veux dire, le problème de la multiplication, par exemple, voilà, s'il y a une multiplication de 2 chiffres par 3 chiffres, ça va très très vite. Mon algorithme est très rapide. Oui, mais évidemment qu'il dépend le temps qu'il met des données. C'est bien plus long de calculer cette multiplication de ces deux nombres-là que de nombres à deux chiffres, évidemment. Donc la première chose que je remarque avec ça, c'est qu'une mesure de complexité d'un problème, d'un algorithme, ça peut être que en fonction des données initiales. D'accord? Donc ce sera forcément un truc de la forme f de n, une formule avec n, d'accord, où n est la taille des données initiales. Ça, c'est juste normal, quoi. Et donc la question, ça va être un peu comment ça évolue, vous voyez, quand les données initiales grandissent, est-ce que f de n reste calculable ou ça grandit trop vite, etc. Vous voyez, c'est plus le comportement quand n tend vers l'infini, en fait, qui va permettre de déterminer si un algorithme est plus efficace qu'un autre. Parce que pour les petites tailles, ils marchent tous, quoi. Ok. Donc ensuite, je prends l'exemple de la multiplication. Multiplier un nombre à p chiffres, disons décimaux, avec un nombre à q chiffres. Bon, alors, vous allez faire quoi? En gros, k fois pq opérations élémentaires pour multiplier chaque chiffre les uns par les autres. Donc, k, c'est le nombre d'opérations élémentaires, le temps en nanosecondes par exemple, que demande votre processeur pour multiplier les deux chiffres. Pourquoi? Bon, voilà, là j'ai négligé un petit peu les additions. Je les ai même complètement négligées parce que voilà, il y a k pq multiplication, puis après il y aura en gros p plus q opération en plus pour les ajouter, mais bon, c'est négligeable quand les p et q deviennent très grands, p fois q c'est bien plus grand que p plus q, donc voilà. Généralement on n'en tient pas trop compte.
Bon, mais alors vous allez me dire, attendez, parce qu'il y a un problème, parce que la taille des données, c'est quoi là? Si j'ai deux nombres à multiplier, la taille de données, simplement, c'est la somme des tailles des deux nombres. Voilà. C'est comme ça qu'on définit. Hein. Donc la donnée, c'est la somme P plus Q. Mais alors le problème, c'est que tu dis, voilà, mais si tu as n fixé, par exemple 10, multiplier un nombre à 9 chiffres par un nombre à 1 chiffre, ça va quand même vachement plus vite que multiplier un nombre à 5 chiffres par un nombre à 5 chiffres. Hein. D'accord? Parce que le premier cas, 9 fois 1, il y a 9 multiplications, et 5 par 5, il y a 25 multiplications. Pas pareil, 9 et 25. Hein. Donc c'est quoi cette histoire? Donc comment on fait quand, pour un n donné, d'accord, pour une taille, par exemple pour une taille de graphe donné, si je travaille sur les graphes, le graphe a une sommeil, il y en a des plus compliqués que d'autres, etc. Par exemple, vous voyez. Donc, comment je peux définir la complexité, le nombre d'opérations, le temps que met mon algorithme à résoudre ça, dans ce cas-là? Eh bien alors, c'est très clair, on a choisi une technique, on choisit le pire cas. C'est-à-dire que pour toutes les P et Q qui varient, là, dans ce cas-là, on prend celui qui demande le plus de temps pour être résolu. Et donc la multiplication, quand est-ce que ça prend le pire cas? C'est quand P est égal à Q, hein, d'accord? C'est quand je coupe en deux ma taille donnée, quand ils sont tous les deux là, voilà, de taille la moitié de n. On dit, oh, si c'est pas un nombre pair, non mais chipotais pas, quoi, on comprend bien. Donc, en gros, le nombre d'opérations, c'est le pire cas, donc c'est quand je prends 1 demi de n fois 1 demi de n, donc pour multiplier deux nombres dont la somme des chiffres, donc non, la somme de la taille des deux nombres est n, en gros, le pire cas, c'est k sur 4, n au carré, opération, okay, avec la méthode standard. Donc si je prends une machine de Turing déterministe sans calcul infini, si vous ne voyez pas du tout ce que ça veut dire, allez voir la vidéo précédente, sinon c'est même pas la peine. Et donc c'est ce qui permet de décider qu'un problème a une solution ou pas. J'appelle dt de x le nombre d'étapes dans l'exécution de la machine de Turing t. Okay, la complexité de t, je suis désolé pour la touche, je suis balade. Donc c'est la fonction ct de n définie par, pour chaque n, hein, donc le nombre d'opérations pour n données, hein, c'est le plus grand m possible, tel que pour tous les mots de taille n de début, les données initiales de taille n, le nombre d'opérations que j'ai fait avant de m'arrêter était m. Okay, donc voilà, on prend le pire cas possible, je prends toutes les données initiales de taille n, je fais tourner ma machine de Turing sur toutes ces données initiales-là, je prends celle qui a demandé le plus d'étapes de calcul avant de s'arrêter, c'est m, je dis que la complexité pour n de cette machine de Turing, c'est ce m-là, d'accord? Le plus grand possible, ok? Donc voilà, donc pourquoi pas? Donc c'est une définition de la complexité. On est sûr que du coup ça fait moins de temps que ça, vous voyez, hein, c'est vraiment la borne maximale du nombre d'opérations à faire pour être sûr de trouver le résultat. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va dire voilà, on a trouvé que c'était k sur 4, n2, etc. Alors il y a souvent des constantes, d'accord? Et si vous avez un peu de bouteille, on n'en tient pas compte des constantes. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer ça, pourquoi en fait la constante, en pratique elle ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt le n2 qui sert. Alors tout d'abord, parce que déjà, pour une instance donnée, il y a plusieurs façons de le coder. Il n'y a pas qu'une seule façon d'encoder une matrice, d'encoder un graphe, d'encoder même un nombre. Parce qu'un nombre, si je le mesure en bits, plutôt qu'en décimal, s'il est écrit avec des 0 et des 1, plutôt qu'avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, alors n, la taille, ça devient plutôt 10 n sur 3, parce que vous savez bien qu'avec 10 bits, je fais à peu près 3 avec 3 décimaux, je fais à peu près 10 bits, hein, voilà, c'est à peu près la correspondance. Donc à une constante près, vous voyez, c'est pareil, hein, quand je vais ça n au carré, bon la constante ça fera 100 sur 9, enfin, il y a une constante qui va sortir du fait que j'encode mes données d'une façon différente. Alors que moi mon problème de décision, je veux savoir s'il est complexe ou pas, enfin l'algorithme que je donne, il veut savoir si sa complexité, je me moque si alors tu dis ouais, on code les données différemment, etc. Oui, mais c'est pas intrinsèquement, c'est pas l'algorithme, lui il change pas, vous voyez, donc pour ça que déjà la constante a une identification un peu floue, quoi. Change de processeur, la constante K que j'avais trouvée là, elle risque de changer aussi. Du coup, c'est toujours pareil, quoi. La complexité d'un algorithme, moi je veux pas que ça dépende de l'ordinateur sur lequel je fais tourner, quoi. Et encore pire, depuis 1994, on a le fameux théorème d'accélération linéaire, démontré par ces charmants jeunes gens, qui sont plus si jeunes, mais qui sont toujours fringants, et qui dit que pour toute machine de Turing T qui traite le mot en un temps f de n, d'accord, alors, où n est la taille de x, c'est toujours pareil, c'est la complexité, d'accord, voilà. Et alors, pour toute constante entre 0 et 1, il existe une machine de Turing T' qui traite x en 2 plus n plus cf de n. Alors, autrement dit, si f de n, c'est pas plus grand que n, bon, on s'en fout, de toute façon, c'est rapide, etc., donc ça pose pas tellement de problèmes. Mais si f de n, c'est n au carré, n log de n, enfin un truc qui tend plus vite, qui est plus gros que n, déjà, on peut diminuer la constante comme je veux, d'accord? Il y a ce petit terme limitant, là, 2 plus n, bon, voilà, mais en gros, qui est complètement négligeable, hein, si c'est n au carré ici, par exemple. Ou un truc qui tend plus vite que n vers plus l'infini, celui-là on s'en fout, la constante on peut la changer comme on veut. Hein, c'est une machine, j'y arrive en 8n2,
eh ben, il y a une machine Turing qui le fait en 4N2, qui le fait en 3N2, qui fait en N2, en N2 sur 2, etc. Donc la constante, elle n'a pas vraiment de sens en plus physiquement, d'accord, parce qu'il y a une méthode qui permet d'accélérer le truc, d'accord, c'est le théorème d'accélération linéaire. Donc pour toutes ces raisons, en fait, on mesure la complexité en disant N2 et en disant grand taux de N2, c'est-à-dire en gros à une constante près, c'est N2. Ok. Alors définition de ce grand taux mathématique, parce que quand même, soyons un petit peu rigoureux, hein, puis ça permet de faire un peu de maths, c'est quand même sympa au milieu là. Donc ceux qui n'aiment pas du tout les maths, qui viennent voir un petit peu la complexité, vous pouvez zapper à rigueur ça. Vous pouvez vous admettre que ça veut dire à une constante près. Bon, la définition, voilà, donc si UN et Vn sont deux suites numériques, on dit que UN est un grand taux de Vn, et on note ça comme ça, c'est seulement si il existe une constante grand M, telle qu'à partir d'un certain rang, UN est plus petit que M fois Vn. Décidément. Alors j'ai mis une petite valeur absolue pour borner de deux côtés d'un même temps, mais voilà, ça fait compris entre MVN et moins MVN, voilà. Si UN est comme nous, UN et Vn sont des termes à suite positifs, hein, pour les complexités, c'est-à-dire que UN est plus petit qu'une constante fois Vn, à partir d'un certain rang. Alors juste pour le fun, une autre parenthèse mathématique, vous pouvez se passer une minute en avant à ceux qui ne veulent pas voir ça. Juste pour le fun, c'est si, j'aime bien poser ce genre de questions à mes étudiants, et puis ça fait réfléchir, donc pareil, si vous vous intéressez aux maths, par contre, ça va être pas mal. Si je change le il existe par un quel que soit, là, juste le fun là, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire là? Comment vous interprétez cette phrase mathématique? Quel que soit m appartient à plus, il existe un n0, tel que quel que soit n plus grand que n0, module de un plus petit que m module de vn. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Je laisse mettre sur pause, réfléchir un petit peu. L'astuce, c'est qu'on ne voit pas tout de suite, parce que ce n'est pas les notations habituelles, il faut remplacer le m par epsilon, là vous allez voir plus facilement normalement. Et pour tout epsilon, il existe un n0, tel que pour tout n plus grand que n0, un est plus petit que epsilon vn, bah oui, si je divise par ça, un sur vn est plus petit qu'epsilon, c'est-à-dire que un sur vn tend vers 0. Et donc, en fait, ça veut dire que un est négligeable par rapport à vn. Ça se note un égale petit taux de vn, ça, normalement vous avez déjà vu la notation, ceux qui font des maths, hein, il y en a parmi vous, ou un comme ça, négligeable par rapport à vn. Ok, hein. Parce que là, cette fois, ça veut dire, pour tout m, ça veut dire que voilà, hein, si je prends m aussi petit que je veux, un milliardième de milliardième, au bout d'un moment, un est plus petit qu'un milliardième de n, donc un est vraiment négligeable par rapport à vn. Ok. Bon, on s'en servira même pas du tout dans cette vidéo, c'est juste une petite parenthèse mathématique comme ça pour le fun. Donc voilà, on se contentera de ça. Hein. Ok, donc on a dit, bah voilà, pour la multiplication, bah, c'est O de n2, mais la question maintenant, c'est est-ce que c'est le problème de la multiplication qu'un n2, ou c'est mon algorithme qu'un n2? Peut-être que je peux faire mieux. Et effectivement, il y a des gens qui ont réussi à améliorer, trouver d'autres algorithmes pour calculer les multiplications de nombres entiers en moins d'opérations. Donc le premier, c'est M. Karatsuba. Donc en 1960, il a proposé une méthode en grand taux de n log en base 2 de 3. Alors que c'est que ce nombre-là, c'est à peu près 1,585. Donc n puissance 1,58, c'est mieux que n au carré. D'accord? Quand n devient très grand, c'est significativement plus rapide. Et donc son astuce, c'est la suivante, c'est de couper en deux notre nombre, les nombres qu'on veut multiplier, il les coupe au bout de 4 décimales. On peut toujours, hein, vous voyez, si je sais pas, moi j'ai 3722, bah, c'est 37 fois 100 plus 22. Voyez, donc là, il coupe, hein, il dit voilà, un nombre, je peux l'écrire A fois 10 puissance k plus B. Alors B, c'est les k derniers chiffres, hein, puis A, c'est les nombres d'avant. Et donc si on coupe nos deux nombres à multiplier comme ça, et avec le même k ici, donc au même endroit, hein, je vous rappelle que le pire cas, c'est quand les nombres sont de même taille, donc on peut faire ça. Et bien on développe tout ça, on voit que ça fait, en calculant le produit AC, ça fait un produit. En calculant le produit BD, ça fait deux produits. Et le produit A moins B fois C moins D, donc les opérations plus et moins sont négligeables en coût. Hein. Donc, et puis là, BD, BD c'est le même, on l'a déjà calculé. Donc calculant juste trois produits, AC, BD et A moins B fois C moins D, j'arrive à trouver le résultat de ça. Donc après, il y a la décomposition, il y a des petits, il y a des petits calculs, des petites additions à faire en plus, etc. etc. C'est pour ça que c'est pas juste 1,5, il y a un peu plus, vous voyez. Mais en gros, il passe de 4 multiplications qu'il aurait fallu normalement, si je développe bêtement, à 3 opérations. Ok. Donc je trouve une astuce pour calculer les résultats avec moins de multiplications et donc pour trouver une meilleure astuce. Ok. Donc voilà, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des gens qui disent « est-ce qu'on peut faire mieux ?» Alors là, en 1971, il y a des charmants jeunes gens, là, Arnold Schönage et Volker Strassen, qui ont trouvé une méthode en O log de n, log de n. Alors là, ça c'est un truc de fou, vous voyez, les mecs ont des idées quand même, des fois ils cherchent des trucs compliqués, c'est-à-dire qu'ils ont fait une transformée de Fourier. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais normalement c'est une histoire sur les fonctions ou sur les images, etc., qui permet de transformer les fonctions en d'autres fonctions avec des intégrales, des trucs comme bref. Trouver une méthode qui permet de transformer chacun des termes
en autre chose qui est plus facile à calculer. Enfin bref, ça se transforme une multiplication en une somme en gros, et puis hop, ça se recalcule très vite, et la transformation inverse, et c'est plus rapide que, voilà, parce que maintenant on est en n log de n fois log de n. Donc c'est vachement mieux que n'importe quelle puissance de n, d'accord? C'est plus rapide que n puissance alpha pour n'importe quel alpha strictement plus grand que 1. Donc vachement mieux. Ok. Bon, alors en pratique, ça commence à devenir plus performant que Karatsuba pour le nombre n plus grand que 20 000. C'est pas le nombre qui est plus grand que 20 000, c'est le nombre de chiffres, des nombres à multiplier qui est plus grand que 20 chiffres. La somme, vous voyez, donc il faut que je multiplie par exemple deux nombres à 10 000 chiffres. C'est pas tous les matins. Mais si vous avez deux nombres à multiplier plus grand de 2000 chiffres, ça va être plus rapide d'utiliser leur méthode à eux que la méthode de Karatsuba. Donc on voit bien qu'on est un peu dans la théorie, mais c'est quand même sympa, d'accord, de faire ça. Et puis alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en 2007, Martin Führer a réussi à trouver grand taux de n log de n fois 2 puissance ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors ce truc-là, c'est quasiment une constante. Hein. Même si ça tend vers l'infini, il faudrait savoir, vous allez voir. Donc log étoile de n, je vous explique ce que c'est. C'est le nombre minimal d'itérations de la fonction ln qu'il faut appliquer à n pour obtenir le nombre plus grand que 1. Autrement dit, par exemple, log, si je prends un nombre plus grand que e, bah, log étoile de n, c'est plus grand que 1. Si n est plus petit que e, log étoile de n, c'est 1. Ok? Bon, mais par exemple, log étoile de 10 puissance 1 million, c'est 4. Bah, pourquoi? Bah, parce que, en fait, quand est-ce que ça change? Vous voyez, pour dépasser 4, il faut que je dépasse e puissance e puissance e puissance e. Parce qu'à chaque fois que je prends le log de ça fait e fois log de e puissance e puissance e puissance e, enfin bref. Donc voilà. Donc à chaque fois, voilà, ça augmente d'un cran quand je rajoute une puissance de e, hein, vous voyez bien, log étoile de n. Donc déjà pour dépasser 4, c'est ce nombre-là qui est gigantesque, pour dépasser 5, c'est e puissance tout ça, donc c'est un nombre complètement délirant, enfin je veux dire, et jamais ça dépassera 5, ça, tu vois, donc ça c'est 2 puissance 5, c'est 32, donc... Et même 5, on n'est pas près de l'atteindre, hein, donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, ça c'est quasiment une constante, même si ça tend vers l'infini quand même, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Mais alors d'une façon tellement lente, vous voyez, c'est du délire total, je veux dire, hein, 10 puissance 1 million, on n'est qu'à 4, et puis ça va de moins en moins vite. Hein. Pour dépasser 5, déjà, c'est un nombre qui est incroyable, 6, c'est délirant, enfin je veux dire, voilà, donc... bref, mais, donc on sent bien qu'il doit y avoir un moyen de le faire en grand taux de n log de n, mais on ne voyait pas comment. Alors il y a des améliorations, je ne vous ai pas passé toutes les étapes, hein, en 2010, 2011, 2012, les gens ont réussi à trouver des facteurs, là, genre on divise par 4, par 8, ils amélioraient, enfin ils diminuaient encore un petit peu ce truc-là, mais on n'arrivait pas à l'enlever complètement, jusqu'à coup de théâtre, en 2019, donc David Hervé et Joris van der Hoeven de l'école polytechnique ont réussi à démontrer qu'on pouvait faire une méthode en grand taux de n log de n. Alors ça c'est génial parce que là, quand je tourne cette vidéo, on est en décembre 2019, donc je cite pour la première fois un théorème de l'année en cours, c'est cool, même si quand elle est mise en ligne, à mon avis, ce sera en 2020, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même un théorème qui est de l'année dernière, pour ceux qui regardent là, donc c'est pas tous les jours qu'on a les théorèmes sur récents, c'est très beau. On n'a pas de preuve qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Bon, tous les spécialistes sont convaincus qu'on ne peut pas faire mieux, mais ça c'est toujours dur de prouver qu'il n'y a pas moyen de faire mieux. Et en pratique, on ne l'utilise absolument jamais, parce que pour que ce soit rentable d'utiliser cet algorithme-là par rapport au précédent, il faudrait que les nombres soient gigantesques. Donc je veux dire, bon. Mais, donc en pratique, ça ne sert à rien. Moi j'adore les maths comme ça. Mais en théorie, c'est beau. Voilà, on a trouvé un algorithme de multiplication en grand taux de n log de n, et on est super heureux. Ok, bon allez. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer en fait que, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est au top ou pas. Pour un problème donné, on trouve un algorithme qui a une certaine complexité, peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'on ne peut pas faire mieux. Et on ne sait jamais. Ok. Alors, je donne quelques exemples de complexité, les problèmes classiques que vous avez déjà vus. Hein, l'algorithme du pivot de Gauss, par exemple, pour échelonner une matrice, donc pour résoudre un système linéaire. C'est une complexité, en gros, même pas en gros, en grand taux de n au cube. Donc, c'est ce qu'on appelle une complexité polynomiale. D'accord ? Le calcul du PGCD de A et B par l'algorithme d'Euclide, donc c'est en grand taux de n, où n est la taille du plus petit des deux nombres. D'accord? Alors c'est super rapide, complexité linéaire, vous savez, on divise division euclidienne de A par B, etc. Ça va très vite. Donc voilà, c'est un algorithme très rapide qui permet de calculer le PGCD de deux nombres. Alors, l'algorithme naïf de la primalité de A, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde A, c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, et puis jusqu'à nombre comme ça, jusqu'à racine de A. Parce que vous savez bien que ça ne sert à rien de regarder plus au-dessus, parce que si deux nombres, leur produit fait A, il y en a forcément un des deux qui est plus petit que racine de A. Alors c'est quoi la complexité de ça? Donc là, juste réfléchissez 2 secondes, mettez sur pause, réfléchissez 2 secondes. Quand vous avez une idée de la solution, mettez-le. C'est surprenant, hop, il y en a peut-être qui ont mis O de racine de n,
Et là, on se fait avoir à chaque fois, alors c'est O de n sur 2. Pourquoi? Parce que si la taille de A, c'est n, c'est-à-dire qu'il est à n chiffres, ça veut dire que A, il est compris entre 10 puissance n-1 et 10 puissance n. D'accord? Hein, on se rappelle, c'est la taille qui compte, la taille du nombre. C'est ça la mesure, c'est le nombre de chiffres qui fait, c'est pas le nombre lui-même. Sinon tous les problèmes seraient linéaires presque. Hein. D'accord? Donc c'est ça le piège. Hein. Donc la primalité, c'est une complexité exponentielle, parce que c'est 10 puissance n. En gros, la taille n, c'est log de A. Log en masse 2, log en masse 10, enfin, bref, ça dépend comment vous avez de côté, mais la morale de l'histoire, c'est ça. Si vous avez un problème sur les nombres entiers, la complexité, vous la mesurez en log de votre nombre. D'accord? Donc si ça fait le même nombre d'opérations que le nombre, ça fait exponentiel du log de votre nombre. Donc c'est un algorithme exponentiel, ouais, si vous devez faire n essais pour tester le nombre n. Ok, piège classique. Donc en général, maintenant, le meilleur algorithme pour calculer si un nombre est factorisable ou pas, donc c'est mieux hein, pour que la primalité, là, pour trouver, voilà, pour essayer de factoriser un nombre, le meilleur algorithme qu'on ait, c'est celui-là. Donc vous savez, c'est une formule qui est absolument atroce. Hein. Grand O de ce truc-là. Donc là, la constante, je ne vais pas l'enlever parce qu'elle est dans l'exponentielle, elle est en facteur du n. Hein, tout ça. Donc comme c'est n puissance 1 tiers, racine cubique de n, donc c'est plus petit que n puissance 1, donc on appelle ça le sous-exponentiel, d'accord? Parce que tout ça, c'est négligeable par rapport à n, même si ça tend vers l'infini. Okay. Bon, bref, l'algorithme naïf qui consiste à tester toutes les possibilités pour le circuit hamiltonien, bah voilà, donc là, du coup, c'est grand O de factoriel n, parce que j'ai factoriel n combinaisons, je pars du premier, hop là, j'ai n-1 possibilités pour le second, puis n-2, n-3. Ouais. Ok, donc c'est encore bien pire que l'exponentiel, parce que vous savez que factoriel n, c'est du n puissance n, enfin bref. Ok. Alors, graphiquement, comment ça se passe? En fait, il est possible que pour des petites tailles de données, un problème exponentiel soit plus rapide à calculer qu'un problème linéaire ou qu'un problème polynomial, etc. D'accord? Ça dépend de... en plus, il y a la constante qui varie, etc., etc. Mais quand n devient très très grand, on voit bien la hiérarchie, en fait, dans les différentes complexités, comment elle va se passer, quoi. Hein, les linéaires iront toujours beaucoup plus vite que les polynomiaux, qui iront plus vite que les sous-exponentiels, qui iront plus vite que les exponentiels, qui iront plus vite que les factoriels. Quoi. Ok? Et donc nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un algorithme efficace? Qu'est-ce qu'on peut supposer que nous, on peut faire avec un ordinateur? Quelle complexité on peut espérer utiliser pour un algorithme? D'accord? Alors, on peut facilement se convaincre qu'un algorithme de complexité exponentielle, il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que déjà 2 puissance 100, donc vous voyez, des données d'une taille de 100, pour un nombre de chiffres, c'est pas délirant tant que ça, mais 2 puissance 100 nanosecondes, ça fait 4 fois 10 puissance 13 années, donc déjà c'est bien plus que l'âge de l'univers, hein, d'accord? Donc 4 000 milliards d'années, donc oh là là là, 40 000 milliards d'années. Donc j'en parle pas, donc voilà, on peut vite se convaincre que l'exponentiel, ça va vraiment trop vite. Quoi. Et donc, bon, alors c'est une convention, hein, on a décidé comme ça, tout le monde s'est mis d'accord en disant, voilà, un algorithme efficace, sa complexité est polynomiale. D'accord? C'est-à-dire de la forme grand O de n puissance k avec un certain k. Alors, pourquoi ce choix? Déjà, ok, si on prend n puissance 100, c'est pas du tout rapide, c'est pas du tout efficace, d'accord? Ça ne risque pas de marcher, parce qu'on vient de voir 2 puissance 100, déjà, pour n égale 2, ça risque de pas marcher. Hein. Donc... mais en vrai, dans la vraie vie, quand on a des algorithmes polynomiaux, que ce soit l'algorithme de Gauss et n cube, il y en a en n puissance 4, etc., ça dépasse très très rarement le degré 6. D'accord? Sinon, on cherche d'autres méthodes. Quoi. Donc, les algorithmes polynomiaux qu'on utilise en pratique, ça ne dépasse jamais ça. Donc, voilà, donc déjà, ça c'est raisonnable. Et l'autre argument qui est assez fort, c'est la thèse de Church améliorée. Alors, la thèse de Church, je vous rappelle, c'était ce qui nous permettait de dire que tout ce qui était calculable avec un ordinateur, ou à la main, ou avec un boulier, était calculable par une machine de Turing. Et bien là, c'est pire que ça, c'est-à-dire que on améliore en plus le système, tout se calcule avec un algorithme polynomial, c'est-à-dire que voilà, vous trouvez un nombre d'opérations polynomiales avec votre ordinateur, alors ça calcule avec une machine de Turing polynomiale, c'est-à-dire que l'étape passée de l'ordinateur qui accélère vachement les machines de Turing, vous savez, il y a plusieurs bandes, il y a la RAM qui permet d'aller directement d'un accès à l'autre, en fait, ça augmente, mais de façon polynomiale, c'est-à-dire qu'en gros, on peut démontrer que ce qui se fait avec un ordinateur en T de n opérations, avec une machine de Turing, ça mettrait T de n au cube opération. Okay, le fait que le ruban se dépasse que d'un en un, ça peut mettre au cube le nombre d'opérations de l'ordinateur. En tout cas, si on met au cube, on peut y arriver en moins que le cube d'opérations de l'ordinateur. Donc si c'était polynomial, ça reste polynomial. Okay, donc ça, c'est un autre argument pour dire, voilà, efficace polynomial, parce que du coup, ça passe à la machine de Turing, etc. Sauf que ça, bien que je l'ai vu dans un bouquin de complexité des années 90, qui était tout à fait sérieux et raisonnable, maintenant, c'est faux. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est faux? Oui, je sais bien que vous ne pouvez pas me répondre, mais il y en a qui doivent se douter. Alors, pourquoi c'est faux maintenant, et que ça ne l'était pas avant? C'est parce que depuis, on a découvert les ordinateurs quantiques. Alors, et pourquoi je dis ils ont mis cette thèse par terre? Parce que
Alors évidemment, ce n'est pas prouvé, mais on a une forte présomption que c'est plus rapide pour calculer certaines choses que les machines de Turing. C'est-à-dire que pour factoriser, par exemple, on va parler clairement, factoriser des entiers, on a un algorithme polynomial avec les ordinateurs quantiques pour factoriser, et on n'en a pas avec les ordinateurs classiques. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a plein de gens qui pensent que ça n'existe pas, mais on n'en a pas trouvé. Alors peut-être que c'est pas mieux, et peut-être qu'effectivement une machine Turing aussi peut résoudre ce problème de façon polynomiale. C'est pas prouvé, mais la plupart des spécialistes pensent que non. D'accord? Et donc qu'effectivement il y a un saut technologique, là tout d'un coup il y a un saut théorique qui a été fait, même si la thèse de Church reste vraie, tout ce qui est calculable avec un ordinateur quantique est calculable avec une machine de Turing déterministe, mais peut-être que là il y a un saut de rapidité, et quelque chose qui est calculable de façon polynomiale par un ordinateur quantique n'est pas calculable de façon polynomiale par une machine de Turing. Vous voyez? Ok, mais bon, ça ne change pas le fait que nous on a décidé que ce qui était efficace c'était un algorithme de polynomial avec un ordinateur classique. Quand les ordinateurs quantiques auront ou pas remplacé tous les ordinateurs, on changera peut-être cette définition, mais pour le moment, c'est celle-là. Ok. Donc l'ensemble des problèmes qui peuvent être décidés, alors je vous rappelle, ça veut dire que toutes les instances, la machine Turing n'a pas de calcul infini, et que pour toutes les instances du problème, elle va répondre oui ou non, donc on a un nombre fini d'étapes. Hein. Et donc oui, ça veut dire qu'elle a atteint un état final, et non, ça veut dire qu'elle ne va pas atteindre un état final. Ok, donc tout l'ensemble des problèmes peut être décidé par une machine de Turing déterministe polynomiale, ça veut dire que sa complexité est polynomiale, hein, donc est notée P. Donc voilà, dire qu'un problème est en P, ça veut dire que j'ai trouvé en gros un algorithme polynomial pour résoudre, parce que du coup, avec un ordinateur classique. Du coup, ça veut dire ça. Ok. L'ensemble des problèmes qui peut être décidé par une machine de Turing déterministe à complexité exponentielle. Alors exponentielle, c'est pas E puissance n seulement, hein, c'est E puissance n puissance k, vous voyez. Donc voilà, elle est appelée XP-time, ok. Toujours pareil, voilà, c'est pourquoi on met des n puissance k, parce qu'il faut qu'on mette au cube, et tout ça, ça reste dans la même classe de, hein, si je veux passer aux machines de Turing, etc., avec les ordinateurs, je crée dans la même classe de complexité, que ça ne change pas, d'accord, que je regarde d'un point de vue Turing, d'un point de vue ordinateur, donc du coup, on met E puissance n puissance k, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes exponentiels, ok. Très bien. Et donc, on a P qui est inclus dans XP-time. Bah, oui, parce que quand je dis s'il peut être décidé par une machine de Turing polynomiale, bah, du coup, ça met moins d'opérations qu'une machine de Turing exponentielle. Vous voyez, un grand taux de ça, ça inclut négligeable par rapport à ça. Vous vous rappelez, c'était plus petit ou égal à m. Donc, c'était négligeable. Donc, ce que je dis, hein, si c'est un grand taux de n puissance k, bah, c'est un grand taux d'exponentielle n. D'accord? C'est même négligeable. C'est même un petit taux d'exponentielle n, mais on s'en fout. C'est un grand taux d'exponentielle n. Donc, cette définition-là, telle qu'elle est là, d'accord, c'est à chaque fois qu'on dit quand il y a un algorithme polynomial, c'est-à-dire au plus polynomial, peut-être il est beaucoup moins, d'accord. Donc du coup, voilà, ça veut dire que P est inclus dans XP-time. Et la question qu'on se pose, c'est, voilà, c'est évident ou pas que c'est pas pareil. Donc ça a l'air évident hein, qu'il y ait des problèmes exponentiels qui ne sont pas résolubles par un algorithme polynomial. La vérité est moins simple, c'est pas facile à démontrer. Alors en l'occurrence, c'est vrai, mais on va voir que c'est compliqué comme tout. Et donc ça utilise le théorème de hiérarchie qui date de 1965 et qui a été démontré par les mêmes jeunes gens que le théorème d'accélération linéaire en 1994, donc la même chose 29 ans avant, même si 30 ans avant. Donc toujours, eux c'est des dieux de la complexité, hein, je veux dire, voilà, ils ont travaillé pendant 30 ans ensemble, ils ont trouvé plein de théorèmes qui sont fondateurs de la théorie, donc voilà. Et donc, si je prends une fonction de n dans n qui vérifie que f de n est plus grand que c puissance n, il y a toujours cette limitation avec n. Vous savez déjà tout à l'heure pour l'accélération, il fallait que ce soit plus grand que n f de n. Bon, il y a toujours cette histoire-là. Mais en tout cas, donc voilà, si je prends n au carré, n log de n, enfin n'importe quoi qui soit un peu plus grand qu'une constante de n, il existe un problème de décision qui peut être décidé en un temps f de n au carré, mais pas en un temps f de n. Ok? Donc voilà, si je prends une fonction assez grosse, pas tellement, hein, mais suffisamment grande, eh ben, il existe un problème que je peux résoudre avec ce nombre d'opérations là au carré et pas celui-là. Ok? Alors, la preuve, ça utilise une technique qui ressemble très très fort à la technique qu'on a utilisée pour le problème de l'arrêt. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu, on a fait une machine, on supposait qu'il existe une machine qui s'arrêtait sur tous les trucs, etc., etc. On la faisait appliquer à elle-même de certaines façons et ça bloquait. D'accord, c'est un espèce d'argument diagonal. Là, c'est à peu près la même chose. Pour obtenir en fait une machine qui s'arrête, on prend que les problèmes qui sont censés s'arrêter en f de n opération, et puis on va faire une machine que si elle atteint f de n au carré opération, elle rejette la donnée initiale. Mais donc pour les calculs infinis, elle s'arrête tout le temps. Mais au bout si ça dépasse très nettement f de n, en gros, f de n au carré, elle rejette. Et sinon, elle accepte quand ça s'arrête.
Et donc ça fait une machine en fait qui réussit à émuler l'arrêt des machines de Turing dans la classe de celles qui s'arrêtent en grand taux de f de n. Et donc par un argument en appliquant à elle-même et tout ça, on montre que elle est en haut de f de n2, mais ne peut pas être en haut de f de n, sinon on aurait une contradiction un peu similaire à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, je ne donne pas le détail, je ferai peut-être une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là, parce que si on le fait proprement, j'en ai bien pour un quart d'heure, 20 minutes, pour bien expliquer tous les détails, pour ne pas arnaquer comme je viens de le faire là. Mais donc là, on va admettre, en tout cas dans cette vidéo-là, que ça existe. Donc juste, on va voir l'application à notre problème, du coup. Bah, si je l'applique à f de n égale 2 puissance n, donc qui vérifie bien les hypothèses, bah, donc ça veut dire qu'f de n au carré, bah, c'est 2 puissance n au carré, donc c'est 2 puissance 2n, c'est 4 puissance n. Donc, il existe un problème de complexité 4 puissance n qui n'est pas de complexité 2 puissance n. Et donc, lui, il n'est pas polynomial. 4 puissance n, ça reste polynomial, d'accord? Ouais. Ça, c'est une complexité polynomiale, exponentielle de n log de 4, ok, mais qui n'est pas polynomial, parce que du coup, pour le coup, parce que 2 puissance n, c'est pas un polynôme, d'accord? S'il était polynomial, il serait de complexité grand taux de 2 puissance n, et alors il n'est pas de complexité grand taux de f de n. Ok, donc voilà. Donc ça existe, mais elle me dire, ok, c'est super, ça existe, mais alors on n'en connaît pas un, quand même, un problème qui soit dans XPTime mais pas dans C. Alors si on l'a trouvé après, je vous donnerai dans la vidéo, la dernière vidéo, la 4e, l'argument fatal qui a permis de prouver, parce que là j'ai pas les outils, qu'il n'est pas dedans, mais quand même, je vous le donne quand même. Donc voilà déjà un petit diagramme, P est dans XPTime, mais c'est pas les mêmes, ça on est sûr. Et donc le problème, c'est le problème d'échec généralisé. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oui, donc il faut considérer un échiquier de taille 2n par 2n, parce que c'est toujours pareil, oui, l'histoire de complexité, c'est quand n tend à plus l'infini. Alors voilà, il faut que l'échiquier grossisse aussi. Et donc on met des pièces au hasard, blanches et noires dessus, et on veut savoir si, à partir de la position donnée, est-ce que c'est gagnant ou pas pour les blancs ou pour les noirs, d'accord? Et donc voilà, ça c'est un exemple qu'on appelle échec généralisé. Et on peut montrer que celui-là, donc je vous expliquerai pourquoi plus tard, il est dans XPTime, il est résolvable de façon exponentielle et pas de façon polynomiale. Donc voilà un exemple concret, entre guillemets, de problème exponentiel qui n'est pas polynomial. Mais on n'en connaît pas tant que ça, parce que c'est toujours problème, montrer qu'un truc qui n'est pas polynomial, c'est toujours la question difficile. Ok, bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc on va pouvoir attaquer les problèmes de NP. Si vous avez déjà entendu parler du problème est-ce que P égale NP et tout ça, eh bien c'est pour la vidéo qui suit. J'espère que ça vous aura donné envie de la voir et je vous dis à bientôt.